Si on veut parler de changement climatique, d'évolution climatique, si on veut comprendre ce qui se passe, les scientifiques vous diront tous qu'il faut au moins 30 ans d'observation. Et ce qui est formidable avec le programme STAREC-APMET, c'est que d'abord, il est aidé sur le long terme. Merci l'Agence de l'eau, merci la CTC. Mais ce qui est complètement formidable, c'est qu'on peut retourner sur des données, grâce à ce programme, on peut retourner sur des données qui ont été collectées par des scientifiques en 1970. Le but du projet STAREC-APMET, c'est d'étudier l'influence du climat sur le milieu et l'influence des pressions humaines, les pressions anthropiques aussi sur le milieu. Alors nos observations peuvent être comparées aux observations dans d'autres coins en Méditerranée, mais il faut se rendre compte qu'ici on est dans un site très préservé et donc ce qu'on observe ici, c'est vraiment le paradis comparé à Marseille par exemple. L'agence avec ses partenaires ont structuré en fait ces questions de recherche et de sites ateliers sur 6 secteurs. Donc de la Corse, Starezo qui est le plus ancien, Beccalvi qui est le plus ancien site atelier, jusqu'au Barcarès ici. Chaque site atelier en fait traite une question. Calvi va s'occuper du lien entre l'état du milieu marin et les pressions qui affectent le milieu marin, et également des effets du changement climatique. Sur Toulon, on travaille sur des questions de restauration écologique. À Marseille, on travaille sur des questions de contamination chimique. Ici, on travaille aussi sur des questions de restauration écologique et de connectivité entre le large et la côte. Donc on a à chaque fois en fait, identifié une ou deux questions scientifiques qui permet de focaliser l'expertise technique et scientifique et la coopération universitaire notamment pour justement améliorer cette connaissance-là. Starezo, c'est un véritable bateau qui est opérationnel 365 jours par an et qui se trouve au cœur de la Méditerranée. Et ce qui est formidable, c'est qu'à côté des réseaux qui sont des réseaux qui vont suivre l'état de l'ensemble d'une façade une fois tous les 2 ans sur chaque point, à côté de ça, il y a un lieu centré au milieu de ces réseaux sur lequel on peut observer tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour, même parfois 24 fois par jour ou 100 fois par jour si on parle de la température de l'eau de mer par exemple. Aujourd'hui, on va aller voir les aquaculteurs corses de la baie de Calvi, donc la ferme marine de Spane. On va aller travailler avec eux et montrer la collaboration scientifique qui est engagée depuis plusieurs années, notamment sur la qualité de l'eau et les paramètres environnementaux et l'impact potentiel de l'aquaculture sur l'écosystème marin. On va récupérer des poissons issus de la ferme marine de Spane et les analyser pour voir la contamination potentielle par les éléments traces, les métaux lourds. Donc regardez la qualité de la chair des poissons. Et ça c'est du plancton carrément. Donc ça c'est tout le zooplancton. Le zooplancton c'est la partie animale. Donc avec cette sonde-là, on va mesurer sur tout le profil vertical, donc jusqu'à 100 mètres de profondeur, la température, la salinité, la turbidité et l'oxygène dans la colonne. Il y a tout un écosystème qui est autour des cages. Ça peut être un attracteur de biodiversité aussi. Et il y a notamment de gros prédateurs qui viennent chasser les petits poissons, qui viennent se nourrir. Ils récupèrent les restes de granulés, de nourrissage, la nourriture qui est donnée aux poissons. On est un petit peu en retard sur le planning. Pas de soucis. Un peu beaucoup. Ouais, on va couper quand je sortira. Il y a du dentier au fond, je te le dis. C'est vrai? Ah, J'en ai eu 5. punaise, Entre 5 et 8 kilos. des monstres! Donc on travaille en échange permanent avec Paul et les aquaculteurs ici au quotidien, tous les jours, et depuis de nombreuses années. Pour avoir un bon élevage et donc de bons poissons, c'est le site. C'est le site que nous avons ici, qui a ses avantages et bien évidemment ses inconvénients, est particulièrement adapté et puis je pense qu'il est nickel. Il n'y a pas d'industrie, très peu de monde, si ce n'est 3 mois d'été. Voilà, un peu de mouvement, mais autrement le site est exceptionnel. Bien ventilé, les courants dans le bon sens,
avec l'Astarezo et avec le syndicat des aquaculteurs corses. Nous avons beaucoup d'échanges, énormément d'échanges sur l'environnement, sur le suivi environnemental des fermes et puis surtout sur le développement, sur les projets à venir, sur des nouvelles espèces, sur des... Voilà, on est constamment en contact, que ce soit par le biais du syndicat ou bien directement nous autres en tant que ferme marine, directement avec puisqu'ils sont sur place et on a besoin d'eux. Et ce qu'on a pu observer avec la très bonne qualité justement des eaux, l'hydrodynamisme, la courantologie particulière de la baie de Calvi, mais aussi le savoir-faire de Paul Antonine ici et de la ferme marine de Spahn, c'est qu'il y avait une très bonne qualité de la chair des poissons, notamment en éléments de trace. Ça a mordu hein, ce matin. Ouais. J'ai pas pris un tordu là. Ils ont combien? Ils ont 3 ans, c'est ça? Ouais, au moins. Ah, tiens. Il en manque le pinceau à la belle rouge, mais bon. Allez. Merci Paul. Hein. Bon. On va analyser tout ça au labo, on te dira. Allez, Ouais, au labo, ouais, c'est ça, viens te le dire. Là, voilà, on les mesure. On va les mesurer, on va les peser et on va déterminer aussi le sexe. Et ça va nous permettre d'avoir... tout cela va permettre d'avoir un maximum d'informations sur les poissons et leur niveau de contamination potentielle. Donc c'est ce qu'on va observer, la qualité de la chair des poissons. Là, on prend juste un morceau de chair. Et pour les aquaculteurs, c'est juste un morceau de chair. Mais après, nous, on optimise tout. Par exemple, on va récupérer le cerveau, par exemple, et les otolithes pour le AG. On va récupérer un morceau de chair aussi pour faire les contaminations, mais aussi d'autres analyses biochimiques. On va prendre des écailles, par exemple, pour les AG, un morceau de nageoire pour la génétique. On essaye de maximiser au maximum la mort des individus. Donc, tous les résultats sont donnés aux aquaculteurs. Et on leur fait une synthèse, un rapport de synthèse qui les intègre aussi à leur suivi. Et voilà, ça leur permet de dire, avoir un retour sur investissement, de dire on vous a donné, on collabore ensemble, mais nous on leur dit exactement la qualité de leurs poissons. Starry Carpmet, c'est un programme qui nous permet d'observer la baie à très haute fréquence et sur le très long terme. Et pour y arriver, on va faire des dizaines, voire des centaines de sorties bateaux, des centaines de plongées. Et on va fédérer des scientifiques qui nous viennent de toute l'Europe, qui vont travailler sur des problèmes divers, par exemple la quantité de CO2 que nous avons dans l'atmosphère en relation avec la quantité d'oxygène que nous avons dans l'eau, des phénomènes qui sont liés au changement climatique. Et nous avons des équipes qui viennent au plus loin des États-Unis et au plus près de la Corse elle-même. Et on fédère tous ces gens-là sur ce lieu avec un objectif: comprendre comment fonctionne cette baie dans tous ses compartiments, depuis la colonne d'eau jusqu'au fond benthique, sédimentaire, les herbiers de Posidonie et l'atmosphère qui est autour. L'herbier de Posidonie, c'est vraiment une barrière contre justement ces plages qui commencent à réduire ou autres, parce que ça protège en fait tous les écosystèmes du littoral. C'est aussi une nurserie, donc les pêcheurs, ils ont besoin de l'herbier de Posidonie, parce que tous les juvéniles de poissons, eh bien, à un moment de leur vie, eh bien, restent dans l'herbier de Posidonie, ils ont les nutriments et ils sont cachés. Donc c'est le paradis pour eux, et ils peuvent évoluer jusqu'à atteindre un certain stade et après aller dans la colonne d'eau. Sans l'herbier de Posidonie, les pêcheurs vont perdre leur stock. Sans l'herbier de Posidonie, on n'a pas ce poumon sous-marin comme Michel le disait. Et tous les organismes de l'herbier, c'est aussi hyper important parce qu'on a énormément de poissons qui passent dans cet herbier pour se nourrir, pour s'alimenter, pour se reproduire. Et donc c'est vraiment un écosystème hyper important en Méditerranée, c'est pour ça qu'il est fort important de le préserver. Du point zéro jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la limite inférieure de l'herbier de Posidonie a régressé de 4 mètres. Donc la première thèse de doctorat qui a été effectuée sur l'herbier de Posidonie, la limite inférieure était à 40 mètres au bout de cette bouée-ci. Maintenant, je suis à 36 mètres. Pourquoi on étudie l'herbier de Posidonie ici à Starezo? C'est parce que la station existe depuis les années 70 et donc on a beaucoup de recul et on connaît cet herbier depuis cette époque-là. Donc on a vraiment une série temporelle
depuis presque 50 ans maintenant. Et nos politiques vont commencer à mettre en place justement des mesures de prévention, d'interdiction d'ancrage, mais aussi de pose de bouées pour justement que les personnes puissent quand même venir en Corse ou venir ailleurs sur le littoral, en profiter. Mais pour l'instant, ils vont s'appliquer plutôt aux grosses unités de bateaux qui effectivement ont un énorme impact. Et petit à petit, les petites unités vont aussi pouvoir avoir des mesures de gestion et des bouées mises en place aussi pour eux et favoriser la préservation de l'Herbia posidonie. L'Agence de l'eau est un établissement public de l'État français dont le métier est de travailler à la protection de l'eau et de la biodiversité. Donc on travaille pour protéger les milieux aquatiques, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution, faire en sorte que le milieu naturel fonctionne correctement, qu'il y ait de la vie marine, qu'il y ait des habitats, qu'il y ait des poissons, et que les usages qui sont liés à l'eau puissent aussi trouver toute leur plénitude. Ces sites ateliers, ça sert à ça. Ça permet de se poser, de prendre du temps, de mobiliser des moyens techniques, scientifiques, financiers, opérationnels, de terrain. On mélange tout ça, les gens travaillent, réfléchissent, nous sortent un certain nombre d'éléments qui nous permettent en fait de mieux définir en fait des politiques d'intervention. Donc en fait, on vient d'effectuer des carottages dans le sédiment pour pouvoir analyser ce qu'on a dans le sédiment. Donc soit dans l'herbier de Posidonie, comme on l'a vu, finalement on regarde la chimie du sédiment. Et ici, on va regarder aussi la granulométrie. Donc ces petites carottes sont très importantes. Donc on les extrait comme ça. Voilà, et comme ça on va pouvoir en fait étudier, savoir la granulométrie, si on a un sédiment plus ou moins fin. Par exemple ici on voit une zone un petit peu plus sombre, donc on peut imaginer qu'ici on a moins d'oxygène qui est dans le sédiment. Et ce qu'on a remarqué par rapport à un ancrage qui arrache l'herbier, ça forme un trou, et dans ce trou, finalement, l'herbier ne peut plus oxygéner, et à ce moment-là, on a des composés toxiques qui s'accumulent à l'intérieur, et à ce moment-là, l'herbier ne peut plus reboucher ce trou, et encore pire, ça peut aussi faire que ça s'étend. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment agir au niveau de l'ancrage, et que c'est important de connaître la chimie du sédiment et savoir ce qui s'y passe pour pouvoir intervenir et faire les mesures adaptées. À l'intérieur même du programme, à l'intérieur même de l'ADN de Starezo, il y a aussi comprendre comment l'homme, localement et globalement, influence son milieu et la Méditerranée en général. C'est dans le cadre donc, du projet d'installation de fermes éoliennes pilotes. Et l'idée, c'était d'avoir une première bouée qui soit pile à l'endroit où il y aura les futures éoliennes pour voir un peu en termes de biodiversité ce qu'on pouvait observer. Parce que là, on va découvrir complètement, on part de zéro en termes de connaissances, on ne sait pas trop ce qui peut y arriver. Et surtout avec un support comme ça, où là, il n'y avait quasiment pas de colonisation. Et là, un an après, c'est hallucinant, c'est complètement recouvert. Bon, on voit encore la structure, mais les systèmes qui ont été placés dessus, les biodes qui ont été installés, ils sont tous colonisés, quoi. Aujourd'hui, l'éolien offshore, c'est une problématique dont on entend parler depuis 4-5 ans, même plus. Mais il n'y avait rien de concret. Donc moi, je me suis dit, mais ces structures qui vont être offshore, là, ça va être des grosses structures qui vont faire 10 mètres de profondeur, 15 mètres de profondeur, des dizaines de mètres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de leur donner un rôle écologique ? On pense à une solution, je pense à une solution, je dis tiens, cet habitat il pourrait être bien à cet endroit-là, je fabrique la solution, je ne demande rien à personne, mais à personne, je fabrique ma solution, je la mets dans l'eau et je regarde ce qui se passe. Et si je me rends compte qu'il y a un intérêt, ah ouais, quand même ça marche, les petits poissons ils sont concernés, là je fais un projet de recherche. C'est-à-dire que je vais chercher des financements, je vais chercher des partenaires scientifiques comme l'Université de Perpignan, des partenaires techniques, je
monte un projet sur 2 ans minimum, je mets en place les solutions qui sont suivies par des scientifiques et qui vont me dire oui ça marche, non ça marche pas. Voilà. Donc ça a l'air bête, mais c'est complexe. Donc on a un espace qui est à peu près de 5 cm, qui est un espace dans lequel un poisson qui fait 1 ou 2 cm va passer sans même se rendre compte qu'il passe entre deux choses. Mais un poisson qui est un peu plus gros, donc un prédateur, lui, même s'il passe sa main, là, on pourrait penser, son comportement, c'est pas de vouloir rentrer dans un truc. Donc s'il y a un poisson ici qui se fait chasser, pouf, son comportement c'est de faire ça, tac, le prédateur il s'en va. Hop, il est protégé. Cette cage au milieu, remplie de coquilles d'huîtres, il va y avoir là-dedans énormément de vie qui va se créer naturellement. Hein. Nous, on ne touche à rien là. C'est naturellement qu'il va y avoir des petits crabes, des crustacés, enfin des algues qui vont fouler tout ça. Le petit poisson qui tourne autour, qui peut se planquer quand il y a un prédateur qui arrive, il va y trouver à manger. En fait, ça, c'est une nurserie. Il a à manger et un endroit pour se planquer. Vous savez, aujourd'hui, on doit déployer des actions pour entretenir, réparer ou protéger le milieu marin. On a besoin de comprendre comment fonctionne ce milieu de façon à pouvoir définir les meilleures actions possibles. Donc ça, ce sont des collecteurs à langoustes, donc qui sont placés ici à 20 mètres de profondeur, donc au large de la baie de Calvi, près de la Starezo. Et en fait, on étudie le recrutement. Et les juvéniles de langoustes, quand ils viennent, après une phase larvaire de 6 mois environ, ils viennent se recruter dans ces micro-habitats. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on effectue les mêmes recherches en simultané avec les îles Baléares, à 750 km d'ici. Et ce qu'on observe, c'est quand il y a des densités et une abondance faible de langoustes rouges dans la baie de Calvi, on retrouve des faibles densités de recrutement aux Baléares. Et quand il y a un pic d'activité, un pic de recrutement dans la baie de Calvi, en simultané, c'est synchrone avec les Baléares, ce qui prouve, en tout cas l'hypothèse, c'est qu'il y a un recrutement à l'échelle de la Méditerranée au niveau global. Donc on étudie le cycle de vie de la langouste rouge et on essaie d'améliorer les connaissances sur son cycle de vie. Donc il y a 200 bateaux de pêche artisanale en Corse et ça représente une très grande partie de leur capture. Donc elle a une forte valeur économique, entre 80 et 100 euros le kilo. Et donc dans les années 70, on pêchait environ 300 tonnes de langoustes rouges par an en Corse. Et aujourd'hui, on n'en pêche plus que 80. Alors justement, on travaille avec différents partenaires pour essayer d'avoir une pêche artisanale, donc raisonnable et durable, et essayer d'avoir des rendements maximaux durables pour une gestion de la pêche équitable et raisonnée au cours du temps. Et c'est vrai que les pêcheurs sont les premiers à nous demander des études sur les déplacements, sur la dynamique des populations, sur comment évolue la pêche. Et on espère reconquérir ce stock avec différentes techniques innovantes, des filets plus performants, revenir à la nasse, revenir à des engins de pêche plus raisonnés et plus respectueux de l'environnement, avec moins d'impact sur les habitats. Donc on travaille avec eux en étroite collaboration sur ces sujets qui sont l'avenir de la pêche artisanale de demain. Starry Cap Med, ça a démarré en 2012. Nous sommes en 2019, donc ça fait 7 ans que le programme court. Mais in fine, Starry Cap Med, en permettant de retourner dans le passé, nous a permis de démarrer en 1970 quelque part, ce qui fait formidable puisque le programme aujourd'hui analyse des données qui ont pratiquement 50 ans. Par exemple, on a réussi à travailler sur un écosystème depuis 1970. Je pense qu'on est les premiers en Corse à l'avoir fait, probablement parmi les premiers en Méditerranée, sur l'écosystème herbier de Posidonie, qui est un écosystème absolument fondamental. On a observé les mêmes paramètres depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Une thèse a été faite et présentée en 1972, une deuxième a été faite en 1999-2000 et la troisième est en train de se réaliser et va sortir en 2020. Ça va nous permettre de comprendre beaucoup plus intimement cet écosystème, sur le long terme bien sûr, mais aussi dans sa physiologie, mais aussi dans sa productivité, mais aussi dans sa capacité à capter le carbone, de façon à le mettre dans un puits de carbone et à diminuer sans doute cet effet de serre qui nous impacte aujourd'hui. C'est une des belles réussites de la station, l'herbier de Posidonie.